écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes une nouvelle fois avec le professeur Abdallah Fili, professeur à l'université de Jdida. Bienvenue professeur. Bonjour, c'est Reda Allani. On voudrait aujourd'hui parler d'une de vos spécialités, qu'on n'a jamais traitée dans nos podcasts et sur lequel, encore une fois, comme souvent, comme quasiment toutes les semaines, un océan de connaissances s'étale devant notre ignorance. On va parler des fouilles archéologiques. Voilà. Les fouilles archéologiques, alors est-ce que vous pouvez déjà nous décrire rapidement votre activité en termes de fouilles archéologiques chez nous ? Alors en fait, la fouille archéologique, c'est une spécialité assez récente au Maroc, une discipline qui date de l'époque, juste avant l'époque du protectorat français, et qui s'y développait sur, on va dire, en marge de l'école historique marocaine. Il n'a jamais véritablement été intégré dans les études historiques au Maroc. C'est un cas d'école assez bizarre. Et c'est pour ça que sa présence dans la société est très limitée. Et je peux comprendre pourquoi les Marocains ne sont pas forcément très sensibles à cette discipline aujourd'hui. C'est un processus historique très long. Il consiste justement à fouiller, ou à étudier ou à prospecter le territoire marocain pour découvrir l'occupation de cet espace, toute époque confondue, de la préhistoire jusqu'à l'époque la plus récente, c'est-à-dire le 19e, début 20e, et même on peut faire l'archéologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle des années 80, des années 90, etc. Quels sont vos sites, là, vos activités, vous personnellement, je parle pas en général des fouilles qu'il y a au Maroc, mais sur lesquelles vous travaillez, vous, quand vous n'êtes pas confiné ? Alors, en fait, l'archéologie est forcément une discipline d'équipe. On ne peut pas faire sa propre archéologie. C'est pour ça que je m'inscris dans une équipe avec des professeurs, des étudiants, des doctorants, etc. Et on travaille sur un certain nombre de sites archéologiques, que ce soit dans le cadre des programmes internationaux, avec la France par exemple, avec des universités françaises, des universitaires américains. Et on travaille sur Armat. On travaille sur Igiliz, le lieu de naissance du Mahdi ibn Tomart. On travaille sur Ribatit, le Ribat de Moulay Abdallah Amghar, au sud de Jdida. Moulay Abdallah Amghar, c'est qui ? Alors, Moulay Abdallah Amghar, c'est un site, et je peux comprendre votre question, un site majeur... Je crois que c'était un humain déjà. Exactement. Il reflète une page glorieuse de l'histoire d'Idkala, mais qui est... Moulay Abdallah au sud de Sidi Bouzid. Exactement. Ah, bien sûr. Là où il y a le Moussem. Exactement. C'est l'un des plus grands Moussem du Maroc, un des rébats les plus connus au Maroc médiéval, qui est paré en plus d'une architecture exceptionnelle. C'est le seul site où on trouve deux minarets qui ressemblent à Hassan, qui ressemblent à Koutoubia, qui ressemblent à la Khiralda. Mais il est complètement négligé en fait, oublié. La seule étude archéologique dont on dispose date de 1927. C'est dire en fait qu'on est complètement sur un site très proche qui ne nécessite pas de gros moyens. On est complètement désarmé en fait en termes d'études archéologiques au Maroc. Donc bien sûr, Moulay Abdallah, je connais très bien cette région, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai jamais su qu'il y avait une Koutoubia là-bas. C'est un scoop, mon ami, que tu nous donnes aujourd'hui. Disons que nous, on s'y intéressait parce que, d'une part, je suis rattaché à l'université de Jdida, qui est censée s'ouvrir justement sur le territoire immédiat de Jdida. Et Moulay Abdallah, c'est l'une aussi des communes les plus importantes et les plus riches du Maroc. Et donc, normalement, on est censé faire de l'archéologie de cet espace qui est, encore une fois, un espace majeur dans l'histoire du Maroc. Il date du Xe jusqu'à l'avènement des Portugais dans la région, au début du XVe siècle.
Donc quand tu parles du Maroc médiéval, que ce soit Hermès, que ce soit Moulay Abdallah, on parle d'à peu près, pour avoir des chiffres ronds, de quelque chose qui s'est passé, des fouilles qui concernent des lieux qui datent il y a 1 millier d'années en gros, pour aller vite. Alors exactement, la période médiévale commence avec l'avènement de l'islam, aux alentours de la fin du 7e, début 8e siècle, jusqu'à aujourd'hui. C'est la période islamique. Et c'est effectivement à peu près 1200 ans environ. Et c'est pour ça que l'archéologie, en fait, elle est scindée en spécialités selon les périodes. Il y a la période préhistorique, la période antique, qui commence avec les Phéniciens jusqu'à l'époque byzantine. Et à partir de l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'archéologie islamique. Le médiéval s'arrête effectivement à la fin de l'époque médiévale, c'est-à-dire aux alentours du 15e siècle, avec la fin des Ouattassides. À partir des Saadiens, on peut parler de l'archéologie moderne, d'époque moderne, ou de l'archéologie contemporaine à partir du 18e et plus. Ça, c'est, on va dire, c'est un cadre chronologique qui peut prêter à discussion, mais en quelque sorte, il cadre en fait les spécialités dans un domaine comme l'archéologie. Il y a des gens qui se sont spécialisés en préhistoire, qui se sont spécialisés en antiquité. Il y a d'autres qui se sont spécialisés en époque islamique. Moi, je trouve ça surprenant qu'au Maroc, on découvre des choses qui datent d'il y a 1000 ans. J'ai l'impression que 1000 ans, c'est pas beaucoup. Et que j'ai l'impression, peut-être que tu vas me corriger, que les fouilles archéologiques en Europe, par exemple, vont chercher beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. J'ai l'impression qu'on a du retard pour une période qui est assez récente. Et que cette fameuse Koutoubia de Moulay Abdallah devrait être connue depuis longtemps. Alors est-ce que je me trompe ou est-ce que on a pris du retard? On a certainement marqué beaucoup de retard. Mais actuellement, effectivement, il y a en quelque sorte une redécouverte de ce passé, essentiellement du fait du dynamisme d'un certain nombre d'équipes sur le terrain, et qui sont souvent, très souvent, rattachés à cette période médiévale, dans le cadre essentiellement de programmes internationaux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de l'archéologie marocaine, il y a eu un intérêt très marqué pour l'archéologie préhistorique et l'archéologie antique. Pratiquement toute la période coloniale, jusqu'aux années 40, on ne jurait que de l'archéologie antique, parce que, voilà, dans la dynamique des recherches, notamment françaises justement, pour découvrir en quelque sorte le lien, ou les liens anciens établis entre le Maroc et le processus colonial de l'époque, c'est-à-dire avec le monde antique, le monde romain. Et que finalement, pour justifier la présence coloniale. C'est ce que le professeur Akaraz nous a dit dans son podcast, comme quoi les Français étaient obsédés par la période romaine pour pouvoir s'inscrire dans la continuité de cette présence-là et justifier leur colonisation comme étant la suite de la colonisation romaine. Absolument. Et quand sous les couches romaines, il y avait parfois des couches mortes et que les fouilles n'étaient pas allées assez profond pour les mettre à jour. Exactement. Et pour les niveaux supérieurs, c'est-à-dire les niveaux islamiques, médiévaux, on les rase tout simplement. On les détruit tout simplement pour arriver à des niveaux romains. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a perdu des pans entiers de notre histoire à cause de ce processus. Heureusement que plus récemment, bien évidemment, il y a des recherches qui se sont attelées à travailler sur ces niveaux, notamment à Volubilis, à Harira. Et donc il y a eu un changement quand même de mentalité qui est récent, qui date justement du début des années 80, porté par Omar Akaraz et d'autres, et qui s'améliore de plus en plus aujourd'hui. On a parlé des limites, on va être un peu positif. Toi, en tant que responsable de fouilles archéologiques, tu as fait des découvertes, j'imagine. Il n'y a jamais eu un travail archéologique sans qu'il y ait de découvertes. Voilà, non, mais je voudrais que tu me racontes un peu une découverte émouvante ou un moment qui t'a marqué. Un moment un peu excitant, ou plusieurs, dans ce métier-là, qui reste proche de ce que fait un détective ou quelque chose comme ça. Donc, raconte-nous un peu ça à ton niveau personnel. Alors, un des moments les plus mémorables pour moi, c'est la découverte, bien évidemment, du site d'Éguiliz, le lieu de naissance du Mahdi ibn Tomart, qui a été complètement oublié, au point où des chercheurs le zappent en quelque sorte dans le processus de l'écriture de l'histoire.
Il rattache le lieu de naissance du mouvement à Tinmel et non plus à Égilis dans l'Anti-Atlas. Et que quand on est allé sur place avec un collègue français, Jean-Pierre Vinstevel de Panthéon-Sorbonne, on a été reçus par les habitants. On s'est dit, la meilleure des façons, c'est de passer par le frère du village. Et que quand on est arrivé, on lui a dit, monsieur, il nous a donné à manger, etc. Et on lui a dit, on voudrait monter sur le Jbel pour voir le site d'Égilis. Il nous a dit, très bien, mais c'est pas moi qui prends la décision, c'est la communauté du village. Et bien évidemment, moi je me suis dit, je suis berbérophone, je suis professeur d'université, je me dis, je vais amadouiller ce monde en 5 minutes pour arriver à ce site, découverte majeure. J'allais même dire découverte, la plus grande découverte de ces dernières années en archéologie médiévale au Maroc, voire en Occident musulman, à vrai dire, toutes contrées confondues. Et qu'est-ce que je ne vois pas? Presque 150 personnes qui débarquent devant la maison de l'imam en train de nous demander qu'est-ce qu'on faisait là. Et ça a duré pratiquement 2 heures. On leur a dit, très bien, on a les autorisations nécessaires, on voudrait monter voir le site, c'est une découverte majeure, etc. Ils ont catégoriquement refusé de nous laisser passer. Et je peux vous dire qu'on a passé 2 heures de discussions acharnées avec cette communauté de village constituée de vieux, de moins vieux, de jeunes, d'enfants et tout ça, à discuter sur la possibilité de monter au site ou pas. Et je trouve ça absolument extraordinaire. J'étais, après 2 heures de discussion, mon collègue français me regardait en train d'essayer de convaincre en vain, en fait, cette communauté de village pendant 2 heures. Mais j'ai remarqué que la préservation de ce site, en quelque sorte, est due en très grande partie à cette communauté qui refusait aux gens de passer et d'aller visiter ce site qui était pour eux très important. Et donc, c'est un moment très impressionnant. Et donc, la seule issue que nous avions trouvée à l'époque, c'est de leur proposer de venir avec nous et donc de nous accompagner dans cette visite. Ce qui fait que ça a démontré en quelque sorte que nous ne sommes pas animés par de mauvaises intentions, que nous ne sommes pas des chercheurs de trésors qu'ils connaissaient dans la région et donc, bien évidemment, ça nous a facilité la tâche. Ça, c'était vraiment un moment qui m'a marqué personnellement. Au-delà du fait que c'est une découverte archéologique importante. Est-ce que tu en as une autre comme ça? C'est pas un objet, une émotion à la découverte de quelque chose sur le même thème? Alors, c'était à Armat cette fois-ci. On a découvert, depuis le début du siècle, on connaissait le lieu, en fait, le site d'Armat. Edmond Dauté, en 1901, l'a visité, il a pris des photos, etc. Et nous, on commençait notre travail en 2005 dans un monument majeur de la ville, le Hammam, qui était abandonné depuis les années 50, etc., etc. Donc, en fait, on a découvert l'un des plus grands monuments hammam en Occident musulman, un énorme monument vraiment très remarquable. Sauf que 3 ans après, quand on a fini la fouille du hammam, on s'est dit, on va aller chercher d'autres monuments qui sont cette fois-ci enfuis, parce que le hammam est en partie encore préservé, la partie sommitale des voûtes est encore préservée, donc c'était relativement facile. Donc on a commencé à faire un sondage dans une parcelle d'un privé, d'un ancien colonel de l'armée marocaine, et donc déjà ça a suscité quelques remous dans la région, parce que le colonel a eu l'amabilité de nous autoriser, mais en fait les gens avaient peur en fait de sa réaction, et donc on a commencé à fouiller et on a trouvé quelques piliers, 3 piliers, 4 piliers, et donc on s'est dit c'est certainement la mosquée. Et donc on a annoncé justement qu'on a découvert la mosquée d'Armat, c'est exceptionnel, la mosquée d'Armat, c'est en quelque sorte l'une des plus anciennes mosquées du Maroc, islamisée. Et puis, c'est elle qui a en quelque sorte diffusé le malikisme, le soufisme dans tout le Maroc. Il se trouve en fait qu'on s'est complètement gouré, comme quoi en archéologie, il faut être armé de patience. Ce n'était pas la mosquée, mais c'était un palais. Alors, on peut dire que c'est encore mieux, mais on était en quelque sorte sous les feux de l'action. On était
extrêmement motivé à annoncer une grande découverte et qui s'est avérée l'année d'après complètement un échec total parce que c'est un palais, c'est-à-dire une grande demeure princière au lieu de découvrir la mosquée d'Armad. Donc, il fallait refaire toute la com autour de ça. Donc, parfois, il faut faire attention à ce qu'on fait sur le terrain et surtout à ne pas être animé par l'effet d'annonce. On est dans un domaine où il faut être précautionneux vis-à-vis justement de nos découvertes, vis-à-vis de la communication. Et je peux comprendre pourquoi les découvertes dans ce domaine ne sont pas très diffusées. Et ça, certainement, vous, en tant que journaliste, etc., vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations autour de l'archéologie et donc il n'est pas à la portée de la société marocaine et ça, c'est un autre problème. Quelque chose de surprenant dans notre histoire, c'est que Ermet, Tinmel par exemple, étaient des villes importantes, on est d'accord ? Exactement. Elles ne sont plus des villes importantes, elles sont même plus des villes. On a l'impression que la disparition de ce qui ont été des villes importantes qui ont complètement disparu, ça pose la question de la continuité de notre histoire. Ça pose la question de savoir si les dynasties qui sont succédées s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre ou bien elles étaient plus intéressées par effacer l'héritage du régime précédent pour installer le leur. On a eu des discussions de ce genre-là sur les Rabah et les Almohades par exemple. La question elle est là, est-ce que les dynasties se voyaient dans une continuité ? Et si oui, pourquoi ces villes ont été abandonnées complètement ? Alors ça, c'est un véritable problème qui est lié en très grande partie justement à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la continuité des pouvoirs successifs au Maroc. Et on le voit, que ça soit même pour Marrakech. Hein, vous avez parlé de Rabat, même pour Marrakech, à l'époque mérinide, elle ne représente pas grand-chose. Et d'ailleurs, les textes la décrivent comme étant ruine, etc. Armad, c'est pareil. À partir de la fin de l'époque mérinide, Armad est devenu un petit village de pas grand-chose, complètement abandonné. Et on le sait maintenant grâce à l'archéologie, parce que le hammam dont je vous ai parlé, le palais dont je vous ai parlé, la mosquée qu'on a découvert quelques années plus tard, pareil, ils sont complètement abandonnés à la fin de l'époque médiévale, c'est-à-dire aux alentours du XVe siècle. Alors à cela, il y a le problème politique, vous en avez largement parlé, mais également, il y a toute la succession justement de ce qu'on appelle les fléaux de l'histoire. Par exemple, les famines. Par exemple, la question des pandémies. Armad, par exemple, on a constaté qu'il y a eu des phénomènes de ce genre durant la fin de l'époque médiévale. Et notamment, vraiment la rareté de l'eau dans un site qui était jusque-là extrêmement riche en eau d'irrigation, en eau potable, etc. Il est devenu très rare, on le voit dans les structures hydrauliques. Par exemple, une canalisation qui faisait 1 mètre de large est réduite à 20-10 cm de largeur. Ça veut dire en fait qu'il y a eu un véritable problème d'alimentation en eau. Deuxième élément, c'est les pandémies. On le voit aussi, pareil, à Armad, il y a des niveaux de tombes, par exemple, à la fin de l'époque médiévale. Des tombes qui ne sont pas... c'est pas un cimetière. C'est des cadavres, en fait, jetés un peu partout dans la partie qui était la partie la plus monumentale de la ville. Donc, il y a un phénomène, effectivement, de désurbanisation dans lequel plusieurs éléments ont participé. Il y a le manque de sécurité. Par exemple, on sait qu'à la fin de l'époque médiévale, il y a eu une présence de tribus arabes qui ont ravagé, en quelque sorte, un certain nombre d'endroits au Maroc. Tinmel, c'est un cas particulier. C'est une décision politique de la détruire. C'est la décision des Mérinides de détruire Tinmel, au point où ils ont déterré les princes almohades, les califes almohades, ils ont détruit une très grande partie. La mosquée a été abandonnée, la belle mosquée de Tinmel, le monument principal de l'époque almohade a été complètement abandonné pour laisser place à une salle de prière au devant de la mosquée médiévale. Donc ça, par exemple, c'est une volonté claire des Mérinides d'effacer l'héritage. Complètement. Et d'ailleurs, les Almohades ont fait de même. Par exemple, si vous voyez la salle d'ablution de la grande mosquée almoravide de Marrakech, la salle d'ablution qui s'appelle aujourd'hui le Qubba al-Murabitiya, qui est juste à côté de la mosquée Ibn Youssef. En fait, les Almohades, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont en quelque sorte détruit les inscriptions qui font allusion en fait au prince almoravide Ali ibn Youssef. Donc, c'est une continuité de détruire en fait
l'héritage de ceux qui nous ont précédés, à quelques exceptions près. Parce qu'ils ne pouvaient pas détruire la Koutoubia, les Mérinides ne pouvaient pas non plus détruire Qarawiyyin. Mais en tout cas, on voit cet esprit de revanche politique et qui laisse des stigmates justement sur nos monuments archéologiques. Je voudrais bien que tu nous parles un peu des moyens que vous avez, c'est-à-dire comment vous repérez les sites, comment vous identifiez les zones à fouiller, comment vous faites tout ça? Alors ça c'est, on va dire, la méthodologie archéologique. On fait des prospections auparavant, c'est-à-dire on choisit une région, soit on a déjà des informations qu'on a essayé de glaner par exemple dans les textes historiques, etc. Donc on prépare notre travail préalablement à la visite du terrain. Donc la prospection nous permet de voir quelles sont les structures encore en présence et quelles comparaisons pouvions-nous faire entre la documentation textuelle et le terrain. Ça nous permet également de dater ces structures qui sont en présence. Et l'un des moyens de datation relative, c'est la poterie. Toutes les poteries, par exemple, qu'on peut ramasser sur le terrain, reflètent une réalité chronologique. C'est-à-dire, elles nous renvoient à la période d'occupation ou en tout cas nous permettent de cadrer en fait la présence humaine dans un endroit. Troisième élément, quand on a une idée en quelque sorte de ce dont on dispose sur le terrain, on peut passer à un niveau supérieur. On peut faire des prospections géophysiques par exemple, soit magnétiques, soit électriques, soit par radar, qui nous permettent de faire des photos en quelque sorte du sous-sol avant même la fouille. D'accord. Et là on rassemble toutes les données. On peut faire également, par exemple, des études à partir des photos aériennes. On n'a pas pu arriver au sommet de la montagne d'un endroit. Avec tous les moyens maintenant, des photos satellites, des photos par drone, des photos aériennes des années anciennes, on peut savoir s'il y a un site ou pas. Troisième et dernier élément, ou le quatrième, c'est la tradition orale. Quand on demande aux gens, par exemple, est-ce qu'ils ont des monuments urbains, on les appelle en berbère, c'est-à-dire les ruines, est-ce qu'ils ont des ruines à côté de chez eux, ils nous racontent l'histoire en fait de ces ruines. Ça, c'est le préalable en fait, c'est avant la fouille. Plus tard, on peut, selon les moyens, on peut engager des fouilles archéologiques. D'accord. Juste une petite question. Tout à l'heure, tu nous as raconté l'histoire de la mosquée dans le jardin du militaire qui n'était pas une mosquée mais un palais, c'est bien ça? Oui. Et en quoi ça t'a contrarié que c'était pas une mosquée mais un palais? C'était pas aussi intéressant d'avoir un palais ou bien c'était pas la bonne époque? Non. C'est très intéressant. Au contraire, on a moins de palais dans notre archéologie que de mosquées. Mais ce qu'on a super mal géré en quelque sorte, c'est la question de la communication. On est porté par l'élan en quelque sorte de la découverte pour annoncer quelque chose dont on n'est pas sûr sur place. Et sinon, bien évidemment, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, on a découvert la mosquée. Mais il fallait, en quelque sorte, le processus archéologique est un processus très long et qu'il faut prendre le temps de le faire dans les règles. Alors moi, j'ai une question, on va se détendre un petit peu. Tu nous as parlé des chasseurs de trésors. Depuis que les podcasts sur les Almohades et les Almoravides sont sortis, j'ai plein de gens qui me posent des questions sur ces fameuses pièces d'or très bien conservées. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui les cherchent, qui creusent sur la base de quoi et qu'est-ce qu'ils gagnent et raconte-moi un peu cette profession. Alors, ça c'est pas ma profession. Mais je vois... Non, je sais, mais tu dois les croiser, non? Alors, effectivement, on reçoit toujours des coups de fil, des messages, des interrogations des gens, etc., qui sont très engagés dans ce domaine. Alors, bien évidemment, moi, je leur dis, moi, je suis un chercheur de trésors officiel et le jour, et eux, ils sont des chercheurs de trésors la nuit. Mais ils cherchent quoi? Alors, ils cherchent effectivement des trésors parce qu'ils ont des écrits. Et moi, je sais qu'il y a une tradition écrite non officielle qui circule dans les milieux des tolba, des fuqaha, etc. et qui disent par exemple que dans tel endroit, il y a un trésor de telle personne qui est constitué de telle quantité d'or, de telle quantité de bracelets, etc. avec des détails impressionnants. Et bien évidemment, dans tous les sites marocains, on trouve toujours des trous de chercheurs de trésors. Moi, je ne crois pas qu'il y a un site qui leur a échappé.
partout au Maroc. Mais est-ce qu'ils trouvent des trésors? Du nord est-ce au qu'ils sud. trouvent des trésors? Alors, est-ce qu'ils trouvent quelque chose? Ça, j'en en sais rien. Mais par contre, nous, dans notre réalité archéologique, il y a très 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 peu de choses. Il y a très 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 peu de trésors. Moi, je suis dans le domaine depuis plus de 20 ans. Jamais je ne suis tombé sur un trésor. Et pourtant, j'ai fouillé dans des sites majeurs de notre histoire. Mais les Fuqaha, bien évidemment, sont, sous l'effet de cette tradition écrite, obnubilés par la présence de trésors. Ce qui leur donne raison, c'est qu'ils disent par exemple que toutes les pièces de monnaie en or, almoravide, almohade, mérénide, alaouite, etc., qu'on découvre dans les musées, justifiaient en quelque sorte cet engagement. Or, très sincèrement, comme je n'ai pas du tout d'expérience dans ce domaine, je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais l'idée, c'est de rendre ces gens plus responsables, parce qu'il y a une destruction absolument phénoménale de notre héritage archéologique à cause de ces travaux. Alors qu'il leur suffisait de prendre attache avec le ministère de la Culture, et notamment avec l'Institut d'archéologie, pour pouvoir avoir, sous la responsabilité d'un archéologue, la possibilité de faire des recherches dans des endroits qui les intéressent. On n'a pas les mêmes méthodes, mais en tout cas, je dis aux gens qui ont des documents dans ce sens qu'ils peuvent absolument s'adresser officiellement au ministère de la Culture, et notamment à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, et que sous la responsabilité d'un archéologue ou d'une équipe d'archéologues, on peut s'assurer s'il y a un trésor ou pas. Mais il va le perdre. Est-ce qu'il va gagner quelque chose sur ce trésor? Bien sûr, il va gagner quelque chose parce que le ministère, il ne va pas tout prendre, bien évidemment. Mais une partie reviendra au ministère, bien évidemment. Il faut savoir que tout ce qu'il y a sous terre appartient à l'État. Et comme le ministère de tutelle en termes de l'archéologie, c'est le ministère de la Culture, c'est elle en quelque sorte qui est responsable des fouilles archéologiques. Il va gagner, et l'État, c'est-à-dire notre histoire, notre connaissance historique, peut effectivement lui donner des moyens également. Ben merci, si vous avez des infos, allez-y, on fera suivre et on prendra également la commission de Radio Ma'arif. Merci beaucoup, c'est Abdallah. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le domaine très riche, au niveau où on est, de vulgarisation sur les fouilles archéologiques marocaines? Alors, moi, je voulais juste insister sur le fait que nous avons, en quelque sorte, grâce à l'engagement des équipes sur le terrain, nous avons engrangé des informations capitales dans le domaine de l'archéologie. Que ce soit pour l'époque préhistorique, comme vous l'avez vu il y a 2 ans, nous avons découvert l'Homo sapiens le plus ancien au Maroc. Nous avons découvert le génome de l'homme africain, en quelque sorte, au Maroc. Nous avons découvert tout récemment, les premières attestations de la boucherie en quelque sorte, ou du travail de la viande à Casablanca, à Sidi Abdelrahman. Et nous avons découvert Armat, nous avons découvert Église, nous avons découvert Rira, nous avons découvert des niveaux islamiques de volubilis, jusque-là complètement inconnus. Et le travail continue de cette manière. Mais nous avons également des défis à relever, notamment le défi du financement de l'archéologie marocaine. Et ça, c'est un véritable problème parce que nous ne disposons pas d'archéologie, on va dire marocaine, nationale, sans le financement étranger. Dépendre des financements étrangers, en quelque sorte, est une limite qu'il faut dépasser. L'archéologie ne coûte pas cher, et je vous le dis parce que je connais le terrain. Et surtout, nous avons également l'obligation de mettre toute cette histoire riche du Maroc à la disposition du plus grand nombre. Et ce que vous faites, c'est un travail colossal. Et vous mettez à la disposition des Marocains, vous permettez aux Marocains de s'approprier leur histoire et je vous en remercie. Mais c'est nous qui te remercions, c'est Abdallah et tous les gens. On en est... je pense à une 57e podcast histoire, donc on remercie les 57 intervenants, ils ne sont pas tous différents, vous avez compris l'idée. On veut remercier également vous qui nous écoutez, le sponsor qui nous soutient et voilà, tous les gens qui nous permettent d'exister. Merci, c'est Abdallah, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast histoire, les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.